Bonjour, notre intervention aujourd'hui est intitulée La pensée de René Girard entre anthropologie religieuse et théorie de la violence mimétique. Je cite René Girard, se joue aujourd'hui est une rivalité mimétique à l'échelle planétaire. L'anthropologue René Girard est mort mercredi 4 novembre à Stanford aux États-Unis. Il avait 91 ans, fondateur de la théorie mimétique. Ce franc terreur de la scène intellectuelle avait bâti une œuvre originale qui conjugue réflexion savante, prédiction chrétienne. Ses livres, commentés aux 14 coins du monde, formaient les étapes d'une vaste enquête sur le désir humain et sur la violence sacrificielle où toute société trouve son origine inviolable. Le renommé professeur français de Stanford, l'un des 40 immortels de la prestigieuse Académie française, est décédé à son domicile de Stanford mercredi de suite d'une longue maladie, a indiqué l'Université de Californie où il a longtemps enseigné. Né le 25 décembre 1923 à Avignon, René Noël Théophile grandit dans une famille de la petite bourgeoisie intellectuelle. Son père radical socialiste et anticlérical et conservateur de la bibliothèque et du musée d'Avignon, puis du palais du pape. Sa mère, elle est une catholique tendance morasse, passionnée de musique et de littérature. Le soir, elle lit de Mauriac ou de romans italiens à ses 5 enfants. La famille ne roule pas sur l'or, elle est préoccupée de la crise, la montée des périls. Plutôt heureuse, l'enfance de René Girard n'en est donc pas moins marquée par l'angoisse. Quand on lui demandait quel était son premier souvenir politique, il répondait sans hésiter les manifestations ligueuses du 26 février 1934. J'ai grandi dans une famille de bourgeoisie, des cadets qui avaient été approuvés par le fameux empreinte russe au lendemain de la Première Guerre mondiale, nous avait-il confié lors d'un entretien réalisé en 2007. Nous faisions partie des gens qui comprenaient que tout était en train de foutre le camp. Nous avions une conscience profonde du danger nazi et de la guerre qui venait. Enfant, j'ai toujours été un peu poltron. Cahuteur, mais pas batailleur. Dans la cour de récréation, je me tenais avec les petits. J'avais peur de grands brutaux. Et j'en vu les élèves du collège jésuite qui appartient skier sur le mont Venteux. Longue aventure américaine. Après des études agitées, il est même renvoyé du lycée pour mauvaise conduite. Le jeune Gérard finit par obtenir son bac. Enfin, 1940, il se rend à Lyon dans l'idée de préparer Nomel Sup. Mais les conditions matérielles sont trop pénibles. Il décide de rentrer à Avignon. Son père lui suggère alors d'entrer à l'école de Chartres. Il est admis et connaît à Paris de moments difficiles, entre solitude et nuit. Peu emballé par la perspective de plonger pour longtemps dans les archives médiévales, il accepte une offre pour devenir assistant de français aux États-Unis. C'est le début d'une aventure américaine qui ne prendra fin qu'avec sa mort. La trajectoire académique de Girard se déroulant essentiellement outre-Atlantique. Vient donc alors le premier déclin, changer d'enseigner la littérature française à ses étudiants.
Il commente devant eux le livre qui ont marqué sa jeunesse. Cervantes, Dostoïevski ou Proust, puis comparant le texte, il se met à repérer des résonances rapprochant par exemple la vanité chez Stendhal et le snobisme chez Flaubert ou Proust. Émerge ainsi ce que ce sera le grand projet de sa vie, retracer le destin du désir humain à travers les grandes œuvres littéraires. De la littérature à l'anthropologie religieuse. En 1951-57, René Girard intègre l'université Johns Hopkins à Baltimore. C'est là que s'opérera le second glissement décisif de l'histoire à la littérature et de la littérature à l'anthropologie religieuse. Tout ce que j'ai dit m'a été donné d'un seul coup. C'était en 1959. J'ai travaillé sur le rapport de l'expérience religieuse de l'écriture romanesque. Je me suis dit, c'est là que ta voix, tu dois devenir une espèce de défenseur du christianisme, confié Gérard au Monde en 1999. À cette époque, il amasse de notes pour nourrir les livres qui restera l'un de ses essais les plus connus, qui fait encore référence aujourd'hui Mensonges romantiques et vérité romanesque, 1961. Il expose pour la première fois le cadre de sa théorie mimétique, bien qu'elle engage des enjeux profonds et extrêmement complexe. Il est d'autant plus permis d'exposer cette théorie en quelques mots que Girard lui-même l'a présenté non comme un système conceptuel, mais comme la description de simples rapports humains. Résumons donc, pour comprendre le fonctionnement de nos sociétés, il faut partir du désir humain et de sa nature profondément pathologique. Le désir est une maladie, chacun désire toujours ce que désire autrui. Voilà le ressort principal de tout conflit. De cette concurrence rivalitaire naît le cycle de la future et de la vengeance. Ce cycle n'est résolu que par le sacrifice d'un bouc émissaire, comme on témoigné à travers l'histoire des épisodes aussi divers que le viol de Lucrèce, l'affaire Dreyfus et le processus de Moscou. Le prédicateur chrétien, c'est ici qu'intervient une discussion fondamentale aux yeux de Gérard, la divergence insurmontable entre les religions archaïques et les dieux chrétiens. Pour bien saisir ce que le différencie, il faut commencer par repérer leurs éléments communs à première vue. Dans un cas comme dans l'autre, on a affaire au récit d'une crise qui se résout par un lynchage transfiguré en épiphanie. Mais là où les religions archaïques, tout comme le moderne chasse aux sorcières, a accablé le bouc émissaire dont le sacrifice permet à la foule de se réconcilier. Le christianisme, lui, proclame haut et fort le sens de la victime. Contre ceux qui réduisaient la passion de Christ à un mythe parmi d'autres, Gérard affirme la singularité irréductible et la vérité scandaleuse de la révélation chrétienne. Non seulement celle-ci rompt la logique infernale de la violence mimétique, mais elle dévoile le sanglant substrat de toute culte humaine, le lynchage qui apaise la foule et résoudre la communauté. Gérard, longtemps sceptique, a donc peu à peu endossé les habits de prédicateur chrétien avec l'enthousiasme et la pugnacité d'un exégète converti par le texte, de livre en livre, et de la violence et le sacré. 1972 jusqu'à Je vois Satan tomber comme l'éclair. 1999, il exalte la force subversive des évangiles.
Maintenant, troisième partie, un engagement religieux critiqué. Pardon. Merci bien. Cet engagement religieux a souvent été pointé par ce détracteur pour lequel sa prose révèle plus de l'apologétique chrétienne que des sciences humaines. À cela, l'anthropologue répondait que les évangiles étayaient la véritable science de l'homme. Oui, c'est une espèce d'apologétique chrétienne que j'écris, mais elle est bougrement bien ficelée, ironisée dans un rire espiègle, celui qui ne manquait jamais ni de clous ni d'humour, adoptant une écriture de plus en plus paf, Luther, voire prophétique, il était convaincu de porter une vérité que personne ne voulait voir et pour qui pourtant servait les yeux. Pour lui, la théorie mimétique permettait d'éclairer non seulement la construction du désir humain et la généalogie des mythes, mais aussi la violence présente, l'infinie spirale des ressentiments et de la colère. Bref, l'apocalypse qui revient. Aujourd'hui, il n'y a pas de besoin d'être religieux pour sentir que le monde est donc une incertitude totale. Prévenez un index pointé vers le ciel, celui qui avait interprété les attentats de 11 septembre comme la manifestation d'un mimétisme désormais globalisé. Il y a ici un autre aspect souvent révélé par les critiques de Gérard. Sa prétention à avoir réponse à tout expliquer depuis le sacrifice aztèque jusqu'aux attentats islamistes en passant par snobisme prussien. Tu ne penses pas que tu t'étales un peu trop, lui demandait déjà ses collègues américains polémiques dans les années 1960. Je n'arrive pas à éviter de donner cette impression d'arrogance, admet-il narquois un demi-siècle plus tard. Quatrième partie, relatif isolement. Pardonnez-moi. Ajoutez à cela le fait que Gérard s'est réclamé de bon sens populaire contre les abstractions universitaires. Vous comprendrez pourquoi ces textes ont souvent reçu un accueil glacial dans le monde académique. Les anthropologues, en particulier, n'ont guère souhaité se pencher sur ces hypothèses, hormis lors d'une rencontre internationale qui a eu lieu en 1983 en Californie, non loin d'un Stanford, l'université où Girard enseigne de 1980 jusqu'à la fin de ce jour, confrontant son modèle conceptuel à leurs enquêtes de terrain. Quelques chercheurs français ont aussi accepté de discuter le thèse de Girard. À chaque fois, l'enjeu de cette confrontation se concentrait sur une question: le sacrifice rituel propre aux sociétés traditionnelles relève-t-il vraiment de lynchage victimaire? Et même quand c'est le cas, peut-on échafauder une théorie de la religion, voire un discours universel sur l'origine de la culture humaine, en se fondant sur ces pratiques archaïques? Cordiale ou frontale, cette discussion revenait toujours à souligner le relatif isolement, mais aussi la place singulière du général dans le champ intellectuel. Ayant fait des États-Unis sa partie d'adoption, cet autodidacte jetait un regard perplexe sur la pensée française et notamment sur le structuralisme et la déconstruction, mêlant sans cesse littérature, psychanalyse et théologie. Cet esprit libre ne respectait guère le cadre de la spécialisation universitaire.
Animé d'une puissante conviction chrétienne, cet homme de foi ne craignait pas d'affirmer que sa démarche évangélique valait méthode scientifique. Se réclamant de l'anthropologie, ce provocateur né brosser la discipline à rebours-poids en optant pour une réaffirmation tranquille de la supériorité culturelle occidentale. Pour Girard, en effet, qui prétend découvrir l'universelle origine de la civilisation, on doit d'abord admettre la prééminence morale culturelle du christianisme. Vous n'êtes pas obligé de me croire dans ce rejet à ceux que son pari laissait perplexes. Du reste, il aimait exhiber ses propres doutes comme s'il était traversé une vérité à prendre ou à laisser, dont lui-même devait encore prendre toute la mesure. Rythmant ces phrases des formules de type si j'ai raison, confiant ses incertitudes à l'égard du plan qu'il avait choisi pour tel ou tel livre, il séduisait le plus réticent par la virtuosité éclairante de son rapport au texte. Exégète à la curiosité sans limite, il opposait à la férocité du monde moderne, à l'accélération de pur, la virtuosité tranquille d'un lecteur qui n'aura jamais cessé de servir les Écritures. Lire René Girard, philosophe et anthropologue, ce qui se joue aujourd'hui est une rivalité mimétique à l'échelle planétaire. Votre théorie de la rivalité mimétique peut-elle s'appliquer à l'actuelle situation de crise internationale? L'erreur est toujours, je cite, l'erreur est toujours de raisonner dans les catégories de la différence, alors que la racine de tous les conflits, c'est plutôt la concurrence, la rivalité mimétique entre des êtres de pays et de culture, la concurrence, c'est-à-dire le désir d'imiter l'autre pour obtenir la même chose que lui, a au besoin par la violence. Sans doute, le troisième est lié à un monde différent de nôtre. Mais ce qui se suscite le troisième n'est pas dans cette différence qui éloigne le plus de nous et nous le rend inconcevable. Il est au contraire dans un désir exacerbé de convergence et de ressemblance. Les rapports humains sont essentiellement des rapports d'imitation et de concurrence. Ce que s'est vu aujourd'hui est une forme de rivalité mimétique à l'échelle planétaire. Lorsqu'il lut le premier document de Ben Laden, constaté ses allusions aux bombes américaines tombées sur le Japon, je me suis senti d'emblée à un niveau qui est au-delà de l'islam, celui de la planète entière. Sous l'étiquette de l'islam, on trouve une volonté de railler et de mobiliser tout un tiers monde de frustrés et de victimes, occupés autant d'étrangers que d'Américains, et par leur efficacité, par la sophistication des moyens employés, par la connaissance qu'ils avaient des États-Unis, par leurs conditions d'entraînement, les auteurs des attentats n'étaient-ils pas un peu américains? On est en plein mimétisme. Loin de détourner de l'Occident, écrivez-vous dans votre dernier livre, il ne pouvait pas s'empêcher de l'imiter, d'adopter ses valeurs sans se l'avouer, sans tout aussi dévorer que nous le sommes de la réussite individuelle et collective. Faut-il comprendre que les ennemis de l'Occident font des États-Unis le modèle mimétique de leurs aspirations aux besoins en les tuant? L'accroissement de la puissance de l'homme sur le réel m'affraie, dit René Girard. Entre critique littéraire, théologie et anthropologie, il relève les liens innocents, la violence et le religieux, et construit une science des rapports humains.
disciplinaire, la théorie du désir mimétique de René Girard repose sur l'idée que l'homme ne désire jamais par lui-même, sinon en imitant le désir d'un tiers pris pour modèle, le médiateur au concept abstrait et à la fixité. Elle a toujours préféré la matière des œuvres. Le dynamisme des mécanismes comme celui de bouc émissaire et de sacrifice en insistant sur le passage de religion, René Girard a bâti une anthropologie du phénomène religieux en insistant sur le passage de religion mythique au christianisme. Il invente une genèse de la culture. Votre parcours est atypique. Votre position extérieure à l'université vous a-t-elle permis d'élaborer votre théorie transversale de la culture? بالنسبة pour René Girard, oui, son contexte, et cela remonte très tôt dans son enfance. Juste René Girard, je n'ai jamais rien appris dans l'établissement d'enseignants. J'ai des souvenirs de mon entrée en classe du 2e à Avignon. Je vois encore la maîtresse aussi peu terrifiante que possible. Elle m'a pourtant causé une véritable panique. Ma mère m'a retiré du lycée et j'ai passé mes premières années d'enseignement dans ce que mon père appelait une école de gâtés. Je suis retourné au lycée en 6e. Je suis devenu terriblement chahuteur, si bien que je me suis fait renvoyer de l'année de philo. J'avais passé mon premier bac très médiocrement et j'ai fait ma classe de philo seul. J'obtenais une mention bien. À partir de là, mon père a considéré que j'étais le meilleur professeur de moi-même. En 1941, je suis parti pour le camp de Lyon. La situation était difficile. Il y avait déjà des restrictions alimentaires et je suis rentré chez mes parents. Mon père, qui était conservateur de la bibliothèque du musée de Avignon, m'a suggéré de préparer sur l'école de Chartres. J'ai été reçu en 1943, mais j'ai trouvé cela ennuyeux. Je suis parti pour les États-Unis en 1947, répondant à une offre d'assistant de français. Pardonnez-moi. C'est la littérature qui est à la source de votre théorie. Aux États-Unis, j'ai commencé à enseigner la littérature française. Mon idée première a été de me demander comment enseigner ce roman, que pour beaucoup, je n'avais pas lu. La critique littéraire était déjà très différentialiste. Il fallait découvrir dans les œuvres ce que le rend exceptionnel, différentes les unes des autres. En lisant ce roman, ce que m'a frappé au contraire, c'est la substance très analogue qui ont émané du Stendhal à Proust, par exemple, la même problématique sociale, réparée sous un jour différent, mais avec des différences liées à la période plutôt qu'à la personnalité du romancier. Je suis arrivé à l'idée que s'il y a deux modes de l'histoire, c'est parce que les hommes ont tendance à désirer la même chose. Ils imitaient les désirs les uns des autres. L'imitation, pour cette raison, est source de conflit. Désirer la même chose, c'est s'opposer à son modèle, c'est essayer de lui enlever l'objet qu'il désire. Le modèle s'échange en rival, ses allers-retours, accélérer les échanges hostiles et la puissance du désir. Il y a donc chez l'homme une espèce de spirale ascendante de rivalité, de concurrence et de violence. Et la littérature a été un
point de départ pour moi, c'est que le roman ne parle que de rapports concrets, de vraies relations humaines. Il ne monologue pas, c'est à partir de trois personnages que l'on peut parler correctement de rapports humains, jamais à partir d'un sujet seul. C'est la rivalité mimétique qui est première pour moi, non l'individu. Une autre question posée à Regina, vous reprochez à la philosophie de ne pas penser assez la relation. Que faire de l'intersubjectivité? L'intersubjectivité est la bonne direction, mais elle est récente. Lévinas a bien compris le mimétisme. Il cite toujours cette parole talmudique formidable. Si tout le monde est d'accord pour condamner un individu, libérer-le, il doit être un innocent. L'accord contre lui est un accord mimétique. Dans le Talmud, il y a une conscience de mimétisme, de l'influence réciproque des hommes les uns sur les autres qui tranchent complètement sur les religions antiques, et en particulier sur la religion grecque. Cette dernière voit les individus comme des boules de billard, désolés les uns des autres. Nous avons vécu une longue période où la philosophie ne voyait que des différences. Nous avons vécu une longue période où la philosophie ne voyait que des différences. La déconstruction et le structuralisme ont alors joué un rôle important. Pour moi, au fond, il n'y a que des identités méconnues. La méconnaissance que l'Amérique a de l'Europe est cet égard frappante. Les Américains imaginent qu'il y a quelque chose de spécifiquement européen qu'ils n'ont pas et qu'ils ne comprennent pas. En réalité, ils ne comprenaient pas l'identité de réaction de part et d'autre. Les différences ne sont que différences de situation, de pouvoir relatif. L'Europe fait la même chose vis-à-vis de l'Amérique. Elle ne voit pas à quel point l'Amérique est la même chose que l'Europe. Chez les Américains, il y a quand même cette idée qu'on a émigré parce que quand on est des Européens ratés, par conséquent l'Amérique est en rivalité permanente, toujours en train de pouvoir à l'Europe qu'elle peut faire mieux, que la violence est au cœur de votre anthropologie mimétique. Cet aspect factuel de l'imitation à la philosophie ne l'avait-elle pas déjà mise en lumière? Platon est le premier à avoir parlé de l'imitation. Il lui a accordé un rôle prodigieux. L'imitation pour lui est essentielle et dangereuse. Il la redoute. L'imitation, c'est le passage de l'essence à l'existence dans la République. Il y a des textes extraordinaires sur le danger du gardien de la cité s'imitant les uns les autres. L'hostilité de Platon envers la foule, qui est dans une imitation déréglée, déchaînée, est impressionnante. Platon est l'un des précurseurs de cette vision conflictuelle de l'imitation, mais il n'en révèle pas vraiment le mécanisme. Tout ceci disparaît avec Aristote qui rend l'imitation anodine et docile. Pour lui, l'imitation, c'est le peinture du manche, voulant être aussi réaliste que possible. Depuis Aristote, l'imitation est considérée comme une faculté, une technique aussi stupide et dérisoire qui joue un rôle dans l'éducation élémentaire. Pardon. Merci bien. Selon vous, la philosophie est idéaliste, essentialiste. Est-ce votre réalisme que vous en éloigne? Pour René Girard, oui. Il pense que l'accent mis sur l'observation du réel dans le monde moderne a été
quelque chose de très efficace, autant dans le danger que dans le bénéfice. Les outils dont l'homme dispose aujourd'hui sont infiniment plus puissants que tout ce qu'il a connu auparavant. Ces outils, l'homme est parfaitement capable de l'utiliser de façon égoïste et rivalitaire. Ce qui m'intéresse pour Régionnaire, c'est cet accroissement de la puissance de l'homme par le réel. Les statistiques de production et de la consommation d'énergie sont en progrès constant. Et la rapidité d'augmentation de ce progrès augmente, elle aussi constamment, dessinant une courbe parfaite, presque verticale. C'est pour Régional une immense source de froid, tant les hommes, essentiellement restés de rivaux, rivalisant pour le même objet ou la même gloire, ce qui est la même chose. Nous sommes arrivés à un stade où le milieu humain est menacé par la puissance même de l'homme. Il s'agit avant tout de la menace écologique, des armes, des manipulations biologiques. Donc, achevé Clausewitz, nous ne savons pas votre inquiétude face à ce climat apocalyptique. Loin d'être absurde ou impensable, le grand texte eschatologique, ceux des évangiles, synoptiques, en particulier Matthieu, Marc, sont d'une actualité saisissante. La science moderne a séparé la nature et la culture, alors qu'on savait déjà définir la religion comme le tonnerre de Zeus, etc. Dans les textes apocalyptiques, ce qui frappe, c'est ce mélange de nature et de culture, le rumeur de guerre, le fracas de la mer et de flots ne formaient qu'un. Or, si nous regardons ce que se passe autour de nous, si nous nous interrogeons sur l'action des hommes, sur le réel, le réchauffement global, la montée de nouveaux mers, nous nous retrouvons face à un univers où les choses naturelles et culturelles sont confondues. La science elle-même le reconnaît. Je voulais radicaliser cet aspect apocalyptique. Je pense que les gens sont trop rassurés. Ils se rassurent eux-mêmes. L'homme est comme un insecte qui fait son nid. Il fait confiance à l'environnement. La créature fait toujours confiance à l'environnement. Le rationalisme, issu de lumière, continue aussi à rassurer le rapport humain à l'humanisme de lumière le juge stable. Il considère que les rapports hostiles entre individus sont exactement comme ceux de boules de billard qui s'entrechoquent. C'est la plus grosse ou la plus rapide qui l'emporte sur l'autre. L'humanisme occidental ne voit pas que la violence est ce qui se développe spontanément entre les hommes lorsqu'ils se rivalisent pour un objet. Clausewitz était un homme de lumière. Ce n'est, à mon avis, que parce qu'il parle de la guerre qu'il saisit les rapports humains véritables. Liberté, il peut parler de la violence. Quand Clausewitz définit la guerre comme une montée aux extrêmes, il décrit un mécanisme très simple. Lorsque nous nous bagarrons avec quelqu'un, nous allons toujours vers le pire. Nos injures seront toujours plus violentes. Il se produit ce que nous appelons aujourd'hui une escalation, une montée par échelle d'intensité. Certains phénomènes contemporains révèlent-ils pour vous des mécanismes mimétiques? La Chine a favorisé le développement de l'automobile. Cette priorité dénote une rivalité avec les Américains sur un terrain très redoutable. La pollution dans la région de Shanghai est effrayante, mais avoir autant d'automobiles que les Américains est un
but dont il semble-t-il impossible de priver les hommes. L'Occident conseille aux pays en voie de développement et aux pays les plus peuplés du globe, comme la Chine et l'Inde, de ne pas faire la même chose que lui. Il y a là quelque chose de paradoxal et scandaleux pour ceux auxquels ce conseil s'adressait. Aux États-Unis, les politiciens vous diront tant qu'ils sont d'accord pour prendre les mesures écologiques si elles ne touchaient pas les accroissements de production. Or, s'il y a une partie du monde qui n'a pas besoin d'accroissement de production, c'est bien les États-Unis, le profit individuel et les rivalités qui ne sont pas immédiatement guerrières et destructrices, mais qui le sont peut-être indirectement et de façon plus cesse d'être sacrées. De plus massives encore sont sacrées. Pas question de le toucher. Que faut-il pour qu'il cesse d'être sacré? Il n'est pas certain que la situation actuelle, notamment la disparition croissante des espèces, soit menaçante pour la vie sur la planète, mais il y a une possibilité très forte qu'elle le soit. Ne pas prendre des précautions alors qu'on est dans le doute de mesures écologiques sérieuses impliqueraient de diminution de production, mais ce raisonnement ne joue pas dans l'écologie, l'humanité étant follement attachée à ce type de concurrence qui structure en particulier la réalité occidentale, les habitudes de vie, de goût de l'humanité dite développée. Vivons nous, dans une société de victimes, ce processus actuel de victimisation ressemble-t-il à celui que vous avez analysé dans le bouc émissaire? Notre société, selon René Girard, s'intéresse aux victimes et dénonce la victimisation collective d'individus innocents. Le besoin de bouc émissaire est si puissant que nous accusons toujours les gens de produire des boucs émissaires. Aujourd'hui, nous victimisons le victimisateur ou ce que nous jugeons comme tel. Dès que nous sommes hostiles à quelqu'un, nous l'accusons de faire des victimes, ce qui est très différent de l'hostilité qui structure les sociétés archaïques. Dans mon système, il y a deux types de religions. D'abord, les religions archaïques qui sont fondées sur des crises de violence, se résolvant par du phénomène de bouc émissaire, c'est-à-dire par le choix d'une victime insignifiante, mais dont on comprend au regard du mythe qu'elle n'est pas choisie au hasard. Oedipe et boiteux, il a attiré l'attention pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le parricide et l'inceste. Le fait religieux est un bouc émissaire qui rassemble contre lui une communauté troublée qui fait cesser ces troubles. Ce bouc émissaire apparaît très méchant, dangereux, mais aussi très bon et secourable. Puisqu'il résout la communauté purge la violence, il faut l'épaiser. Pour cela, on recommence prudemment sur des victimes désignées à l'avance qui n'appartiennent pas à la communauté, mais qui le sont un peu extérieures, c'est-à-dire qu'on fait de sacrifices, de moments de violence contrôlés, ritualité. La religion protège ainsi la société de la violence mimétique. Ensuite, le judaïque et le chrétien révélaient la vérité du système. Dans les sociétés archaïques, le système fonctionne parce qu'on ne le comprend pas. C'est ce que j'appelle la méconnaissance. Avoir un bouc émissaire, ce n'est pas savoir quand apprendre qu'on en a un. C'est le perdre. L'anthropologie moderne a compris que
D'une certaine manière, le drame dans le judaïsme et le chrétien est en particulier la crucifixion du Christ a la même structure que le mythe. Mais ce que les anthropologues n'ont pas vu, c'est que dans le mythe, la victime apparaît comme coupable, tandis que les évangiles reconnaissaient l'innocence de la victime sacrificielle. On peut le considérer comme une explication de la religion archaïque. Mieux on comprend les évangiles, plus on comprend qu'il supprimait la religion. J'exalte le christianisme d'une façon paradoxale. Selon moi, il est à la source du scepticisme moderne. Il est révélation de bouc émissaire. Il est démystification. Voilà, notre intervention est terminée. Merci bien de votre attention. Au revoir.